Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir à tous, c'est comme toujours un plaisir de vous retrouver et de vous savoir de plus en plus nombreux à nous écouter. Il y a un mois, je vous disais que le vaccin allait sortir beaucoup plus vite que prévu et voilà qu'aujourd'hui nous en avons deux, Pfizer et Moderna. Les autres suivent, il n'y a plus d'inquiétude à avoir sur le sujet. La pandémie va être vaincue sous peu et le grand vainqueur est la Chine. Le nombre de morts aux États-Unis est effrayant et encore plus à New York. Après la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall a su relancer les économies occidentales et tout est reparti. Aujourd'hui, l'équivalent et bien plus encore du plan Marshall a été voté et déclenché pendant la bataille. Mais des pans entiers de l'économie restent abîmés et quelque chose ne tourne pas rond. J'ai repris les performances du CAC 40, surtout les baisses, en regardant là où le bas blesse justement. Les bancaires et l'assurance. La Société Générale, moins 47%. Le Crédit Agricole, moins 32%. AXA, moins 25%. BNP Paribas, moins 25%, même si elle rebondit très fortement ces derniers jours. Airbus et Renault, moins 30%. Total, moins 30%. J'ai aussi jeté un œil à Accor, champion de l'hôtellerie, qui ne figure pas dans le CAC, et les foncières, Kléber et Unibail. C'est pas plus joli, entre moins 30 et moins 58%. Si je me résume, le virus nous empêche de nous déplacer, d'ouvrir les magasins, et si les dettes de ces secteurs n'étaient pas payées, la situation serait intenable pour les banques. Ça tient la route et cela paraît logique que ces secteurs baissent. En même temps, le Nasdaq s'est littéralement envolé. Lors de son point marché, mon confrère de Sanso trouvait cela normal en nous expliquant que les restrictions donnaient un avantage à la technologie et que les marchés avaient raison de valoriser cela. Eh bien, pour être franc avec vous, je n'y crois pas. Un proverbe disait que quand Wall Street éternue, le monde s'enrhume. Un effondrement aussi fort de ces secteurs doit provoquer une baisse des marchés. Pas une chute vertigineuse comme nous l'avons vu en mars, mais une baisse organisée, reflétant la vérité de la dureté future du business et des affaires. Nous savons que les marchés ne sont pas efficients, mais à un moment ou à un autre, ils se croisent avec la réalité. Les valeurs qui ont été le plus sanctionnées vont remonter, et c'est déjà le cas. Unibail, qui cotait 29 € il y a moins de 20 jours, en vaut le double ce soir. Il n'y a pas de raison que les valeurs qui ont corrigé en relation avec la dureté de la crise corrigent encore. Donc, que va-t-il se passer? Les valeurs technologiques vont se retourner à la baisse. Je ne peux pas vous dire quand et comment, mais le compte à rebours a commencé. Je ne sais pas non plus si ce sont les GAFA qui vont entraîner le mouvement ou au contraire les petites valeurs. Mais les faits sont là. Le monde d'hier est en train de revenir au galop. Et le besoin irrésistible de vivre comme avant va lui aussi revenir au galop. Et même peut-être plus vite. Même si le changement et le monde de demain sont en marche, le monde de demain est effectivement en marche. Mais avant d'être celui de l'énergie renouvelable, du recyclage et du tout technologique, il va être malheureusement celui du populisme, du complotisme et de tous ces nouveaux ismes, pas si nouveaux que cela, et ressortis du placard. Il n'y a qu'à regarder autour de vous, autour de nous. Les mondes qui sont en train de faiblir, je prie chaque jour pour qu'ils ne disparaissent pas, sont ceux de la classe moyenne, qui dans nos démocraties fut porteuse de tolérance, d'humanité, de culture, d'égalité des chances et d'ascension sociale. La classe moyenne, et tout particulièrement la classe moyenne du secteur privé, paye une fois de plus, j'espère de tout cœur que ce ne sera pas une fois de trop, un lourd tribut au Covid-19. Le populisme et le complotisme sont en train de gagner des parts de marché, comme diraient nos économistes. Et cela fait peur. Même Marine Le Pen, qui s'en est nourrie pendant de longues années, s'en détache en critiquant avec force et raison ce pseudo-documentaire qui est Hold Up et qui envahit la toile. Il est grand temps que les fonds du plan de relance soient orientés à leur juste mesure vers la microéconomie, c'est-à-dire au service des individus qui en ont besoin, et non pas au service du maintien des équilibres macroéconomiques. Que Zoom et Amazon sortent grandis de cette pandémie, je peux m'en avouer. Que mes voisins en sortent ruinés, je n'aurai d'autre choix que de l'accepter. Mais que les complotistes ou populistes en sortent victorieux, je ne peux ni ne veux l'accepter. De grâce, ne me laissez pas seul. David, c'est maintenant à vous pour votre point marché que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience. Merci Bernard, avec des marchés effectivement très animés, puisqu'après le feuilleton des élections américaines, avec une issue qui pour le moment semble rassurer les marchés, ce sont les nouvelles sur les perspectives d'un vaccin, comme vous le disiez, qui ont animé la cote. Alors Pfizer a démarré les hostilités en annonçant lundi dernier une efficacité de son vaccin à 90%. Je rappelle qu'en général, l'efficacité d'un vaccin à ce stade de développement tourne autour plutôt de 60%. Il n'en a pas fallu davantage pour déclencher une rotation de marché d'une violence sans précédent.
Non seulement l'indice européen a gagné plus de 7% sur la séance, mais comme vous le disiez, Bernard, ce sont les titres les plus délaissés qui ont enregistré les meilleures performances et de loin. Alors, si on regarde au niveau géographique, euh, l'indice américain, le S&P 500, ne progresse, j'ai envie de dire, que de 2,2% sur la semaine, alors que le Nasdaq lui-même recule de 1,3%. Les GAFA, eux, reculent de 4,1%. Et pourtant, on pourrait tout simplement dire que les marchés ont commencé à réduire leurs écarts. Depuis le début de l'année, le S&P 500, l'indice américain, est en hausse de 12%. L'Eurostoxx est désormais à moins 5%, contre les moins 15% que nous avions eu pendant très longtemps. Donc en fait, on peut se dire que tous ces mouvements-là sont violents, certes, mais ils ne font que corriger partiellement les écarts et les exagérations que nous avons eues. Aujourd'hui, donc, c'est Moderna qui a annoncé un taux d'efficacité de plus de 94,5% sur son vaccin, et surtout des contraintes de conservation beaucoup moins fortes que le vaccin de Pfizer, hein, puisque Pfizer nécessitait une conservation à moins 70 degrés jusqu'à une date très proche de l'inoculation, alors que celui de Moderna se conserverait très bien entre 2 et 8 degrés. Il n'en fallait pas plus pour déclencher un nouveau rebond de tous les secteurs qui ont été massacrés depuis le début de l'année. Et n'oubliez pas qu'après Moderna, nous aurons bientôt probablement Sanofi qui communiquera sur son vaccin, et toute une ribambelle d'autres pharmaceutiques, puisque ce n'est pas moins de 70 vaccins qui sont en cours d'élaboration en ce moment. Alors, les mouvements sont spectaculaires. Bernard, vous parliez du secteur de la finance. Parlons 2 minutes du secteur de l'énergie, en hausse de 25% depuis le début du mois. Je rappelle que le début du mois, c'est 16 jours seulement. Depuis le début de l'année, eh bien, on reste quand même à moins 27% dans un marché en Europe, donc, qui, comme je vous le disais, est moins 5. Les mouvements sont extrêmes, en effet. Prenons le cas de Valourec. En 2 semaines, le titre fait plus 76%. Mais où en sommes-nous depuis le début de l'année? À moins 82%. Donc effectivement, ça va être compliqué. La grande question, elle reste la suivante. Est-ce que nous sommes au début d'un grand rebond des valeurs décotées, ou bien n'est-ce qu'un rebond dans une tendance durablement baissière? Faut-il favoriser ce repli pour des valeurs de qualité ou des valeurs de croissance pour en acheter, ou bien faut-il les sortir du portefeuille? Rappelez-vous que je ne suis qu'un gérant de portefeuille. Et un gérant de portefeuille n'est pas là pour prédire l'avenir, mais tout simplement pour s'adapter justement à ce qui n'était pas prévu. On peut quand même trouver un début de réponse dans l'adage bien connu qui dit que tout ce qui est rare est cher. En période de récession, ce qui est rare, c'est la croissance. Et les investisseurs sont prêts à payer presque n'importe quel prix pour un peu de visibilité sur les bénéfices et pour un peu de croissance. En période de croissance, ce qui est rare, ce sont les actifs peu chers et donc les valeurs décotées qui sont à l'honneur. Tout va donc dépendre de votre point de vue sur le monde d'après. Si vous pensez que l'économie va se lancer dans un gros rattrapage et que, comme vous le disiez Bernard, le monde d'hier va revenir au galop, eh bien effectivement, il faut acheter ces valeurs décotées. Si vous pensez au contraire qu'avec toute la dette que l'on a accumulée pendant cette crise, il va être difficile de retrouver le chemin de la croissance, alors il faut conserver en portefeuille ces valeurs technologiques et ces valeurs de croissance. Pour ma part, je crois surtout dans le bénéfice de la diversification. La bourse n'est pas un jeu où on essaye de deviner de quoi sera fait demain. Il faut avant tout avoir des portefeuilles robustes, du type de ceux que nous construisons chez Senso Investment Solutions, et je clôture aussitôt cette seconde de publicité. Alors, avant de vous quitter, j'attire votre attention sur cet accord commercial sans précédent qui a été signé la nuit dernière, le RCEP. Je ne m'aventurerai pas à prononcer le nom complet de cet accord en anglais, mais pourtant, on peut le dire, la Chine a obtenu son accord commercial asiatique. C'est un accord qui est signé entre la Chine, les pays qui composent l'ASEAN, donc les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, Singapour, la Thaïlande, Brunei, le Laos, la Birmanie, le Vietnam, le Cambodge, et on rajoute à cela la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Vous voyez, ça fait beaucoup de pays, 15 pays, et qui sont parvenus à un accord. C'est un processus qui a duré à peu près 10 ans. Cet accord, ça va réduire les droits de douane dans cette zone. Il y aura des règles communes. Ça va codifier le commerce électronique. Ça couvre 2,2 milliards de personnes et 26,2 trillions de dollars de PIB. Ce sont des chiffres hallucinants. Il y a 2 grands absents, les États-Unis et l'Inde. Alors pour les États-Unis, on se souvient que le président Obama avait signé un accord commercial transatlantique
et que Donald Trump s'était empressé dès 2017 de le mettre à la poubelle. Alors je dis juste une chose, la Chine et l'Asie comptent, eh bien, c'est pas prêt de s'arrêter. N'oubliez pas cette zone dans vos portefeuilles. À bientôt. Merci David, merci beaucoup pour ce point marché. Et dans la promo de l'émission, je disais que votre point est un point de compétition. Ben, j'ai même envie de dire que c'est un point de médaille d'or, David. Bravo, bravo pour ce point. C'est maintenant au tour des lauréats du challenge Périgord Entreprendre. Bonsoir Olivia, bonsoir Charlotte, bonsoir Cyril, bonsoir Miguel. Vous êtes venus en force pour cette première édition et vous nous envoyez ravis. Tout d'abord, bravo Cyril pour votre victoire à ce premier challenge Périgord Entreprendre et bravo Charlotte pour votre prix spécial du jury, le prix des explorateurs. Je vais brièvement vous présenter le challenge et nous discuterons ensuite avec nos lauréats. Il y a quelques années, Olivia Allard, alors secrétaire du bureau… Bonsoir Cyril, bonsoir Miguel. Vous êtes venus en force pour cette première édition et vous nous envoyez ravis. Tout d'abord, bravo Cyril pour votre victoire à ce premier challenge Périgord Entreprendre et bravo Charlotte pour votre prix spécial du jury, le prix des explorateurs. Je vais brièvement vous présenter le challenge et nous discuterons ensuite avec nos lauréats. Il y a quelques années, Olivia Allard, alors bonsoir Cyril, bonsoir Miguel. Vous êtes venus en force pour cette première édition et vous nous envoyez ravis. Tout d'abord, bravo Cyril pour votre victoire à ce premier challenge. On a un problème technique. Je ne sais pas très bien ce qui se passe. Je vais brièvement vous présenter le challenge et nous discuterons. Alors, on va essayer de régler le problème technique. Je ne sais pas si quelqu'un a un deuxième appareil de branché ou quelque chose comme ça. Voilà. OK. Je pense que c'est réglé. Ouais, je pense qu'il faut que Cyril coupe son retour. Il y a un retour, a priori. C'est ça qui provoquerait… Voilà. Ça y est. Cyril a coupé son retour. Et Cyril doit parler en direct, voilà. Parce qu'on a toujours un décalage. OK. Bonjour à tous. Merci bonjour Cyril. Une minute et ça va être à vous. Bonjour. Je vais brièvement vous présenter le challenge et nous en discuterons ensuite avec nos lauréats. Il y a quelques années, Olivia Allard, alors secrétaire du bureau de l'association Entreprendre.pt, crée le Business Challenge Entreprendre. En 2020, Olivia décida de réunir 2 pays où elle exerce ses activités d'hôtellerie d'entreprise, de pépinière et de location de courte durée en créant le challenge Périgord Luxembourg afin d'encourager et d'aider des entrepreneurs luxembourgeois à s'installer au Portugal. Il a semblé tout naturel à Miguel Ribeiro, président d'Entreprendre, de renouer un partenariat autour de cette magnifique initiative afin de développer et de valoriser l'entrepreneuriat francophone au Portugal. Jean Baudin écrivait « Il n'est de richesse que d'hommes ». Je rajouterai bien évidemment de femmes, et c'est pour cela, mesdames et messieurs, que vous êtes nos invités. Olivia, je vais vous demander quelques mots sur le challenge et vos impressions sur cette première édition. Olivia, c'est à vous. OK. On va passer alors à Charlotte. Bonsoir Charlotte, vous êtes là? Charlotte, voilà, on vous entend Charlotte. Merci. Bonsoir. Donc Charlotte, Maï Sardine, prix spécial des entrepreneurs. Quelques mots sur votre projet. Eh bien, écoutez, nous, notre projet a démarré il y a 2 ans maintenant. Donc, en fait, le but, c'était vraiment de donner accès à tout le monde de la crypto-monnaie aux personnes lambda, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu compliqué d'accès aujourd'hui, où les gens n'ont pas vraiment confiance. Donc, le but, c'était, 1, de démocratiser ça, et 2, de sécuriser les personnes. Donc, pour démocratiser ça, on a un système qui est très simple. C'est des achats sur Internet, comme si vous commandez sur Amazon ou n'importe quel site de vente. Et pour la sécurité, on a voulu backer notre valeur. Donc, ce qu'ils faisaient avant avec certaines monnaies, comme sur l'or ou le pétrole. Nous, on a décidé d'avoir une réelle valeur derrière, ce qui permet de sécuriser les personnes. On a choisi la sardine pour différentes raisons, notamment que avant qu'on décide d'indexer notre coin sur ça, c'est un marché qui prend entre 15 et 20% de sa valeur par an. Donc, une boîte millésimée, j'entends pas les boîtes qu'on a dans les grandes surfaces. C'est un produit qui est marrant. C'est vraiment un objet de luxe qui est accessible à tout le monde parce que les coûts sont relativement faibles. Donc, nous, en fait, on deal avec des conserveries, qu'elles soient françaises ou portugaises. On rachète les stocks de millésimes.
on se les fait livrer chez nous ici à Luxembourg pour prouver en fait qu'il n'y a pas de spéculation sur notre coin puisqu'on détient tous les stocks. Et de là, en fait, on a un stock qui est sécurisé, audité par EY, donc un Big Four. Et nos coins sont indexés sur le cours du coup de nos sardines. Très bonne idée. On demandera tout à l'heure à Olivier Goua, qui est un spécialiste de l'investissement en nos côtés, qu'est-ce qu'il en pense et s'il a bien écouté. On va revenir vers vous, Charlotte, dans quelques minutes, mais maintenant c'est au tour de Cyril. Donc Cyril, notre lauréat. Cyril, bonjour à tous. Alors, bonjour Cyril. Bonjour. Déjà, on va vous demander de décrire votre activité, mais juste avant de décrire votre activité, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi le Portugal? Pourquoi le Portugal? Parce que comme beaucoup de monde, j'y suis venu en vacances il y a quelques années maintenant et que j'ai trouvé que c'était un pays qui était en ébullition et je voulais participer à cette ébullition tout simplement. On était au Luxembourg et on s'est dit que c'était le temps pour nous d'aller faire un tour au Portugal et pouvoir réaliser et concrétiser notre activité. Alors, ici en France, les restaurants sont fermés. Au Portugal, pour l'instant, ils sont encore ouverts. Comment ça se passe au Luxembourg? Ouvert, fermé les restaurants? Pour l'instant, ça va encore. Au Luxembourg, ils n'ont pas autant confiné qu'en France, mais les restrictions, elles sont là quand même, quoi. D'accord. Alors, revenons à votre projet. Alors, quelques mots sur votre projet. Ce projet qui a retenu l'attention de tous et qui a gagné, puisque je rappelle, vous êtes le victorieux de cette première édition. Bravo encore. Donc, Merci. quel est ce projet? Ce projet, en fait, Home 3 Déco, c'est deux activités principales qui peuvent fonctionner ensemble. Donc, c'est imaginer, c'est visiter et c'est réaliser vos espaces en 3D. Donc, ces deux activités, c'est la visite virtuelle et c'est le homestaging 3D. La visite virtuelle, c'est tout simplement permettre de visiter n'importe quel espace sans se déplacer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, c'est vrai qu'avec l'actualité sanitaire qu'on a aujourd'hui, ça intéresse beaucoup de monde. Et les premiers mois de confinement nous ont permis de développer cette activité parce qu'on a eu énormément de demandes dans le milieu immobilier, mais aussi de toutes les petites entreprises qui souhaitent aller chercher les clients et qui se digitalisent de plus en plus. Le homestaging 3D, ça c'est déjà plus connu, ça s'adresse aux particuliers et aux professionnels. C'est tout simplement pouvoir projeter les gens lorsqu'ils souhaitent faire des travaux ou changer les meubles de chez eux. Donc, ils nous envoient des photos et des plans et nous, on réalise tout en 3D à distance. On s'adresse aussi à des gens qui veulent acheter ou pouvoir donner vie à des biens qui n'existent pas. Là, pareil, donc pour les promoteurs, on peut visiter et se promener dans un appartement ou dans une maison qui n'est pas encore construite. Alors, voilà en gros nos activités. Essayons un peu de simuler en direct pour voir si j'ai bien compris. J'ai un appartement et je veux le vendre. Comment est-ce que je dois travailler avec vous? Ça se passe par téléphone, ça se passe par Internet? Alors, en fait, on a vraiment un packaging complet pour les agences immobilières. C'est notre cible, mais pas que. On s'adresse aussi aux particuliers et tous les endroits où le public peut rentrer. Mais pour les agences immobilières, ils ont un bien à vendre. Donc, le projet de l'agent immobilier ou du propriétaire vendeur, c'est de le diffuser un maximum. C'est que le maximum de personnes puissent le voir. Et nous, on est là pour ça, que ce soit avec la visite virtuelle, on peut le partager sur les réseaux, n'importe qui peut le visiter, c'est la personne qui est active dans sa visite, c'est elle qui se balade, ce n'est pas qu'une vidéo, c'est vraiment une visite virtuelle. Mais on a aussi la partie homestaging, donc c'est mettre en valeur un appartement. Donc des fois, les biens, les maisons ne sont pas au goût du jour, on va dire. Et donc le fait de montrer des photos qui ne sont pas vendeuses, eh ben, nous, on les transforme pour faciliter la vente et donner envie aux clients. Donc, si mon séjour il est décoré art déco, un petit peu avec des meubles achetés et chinés dans les brocantes, vous allez me le transformer en ultra design avec des magnifiques tableaux au mur? Oui, alors ce n'est pas le but de faire ultra design, le but c'est de vraiment que les gens puissent se projeter dedans, donc de faire quelque chose d'assez neutre en fait. Mais après,
On s'adapte. Si vous voulez quelque chose d'ultra design, on est capable de le faire. Mais dans le cadre vraiment précis de l'immobilier et dans le but de vendre, il faut quand même rester assez neutre pour que les gens puissent s'imaginer eux-mêmes dans n'importe quel décor, en fait. Et c'est moi personnellement qui vais devoir un peu manœuvrer ces outils pour photographier ou pour filmer mon appartement, ou vous envoyez quelqu'un? Non, alors pour la partie visite virtuelle, là, il faut que quelqu'un se déplace. Et encore, on est en train de voir avec les nouvelles technologies qui arrivent sur le marché pour simplifier encore le processus. Mais actuellement, on se déplace chez les gens et grâce à une technologie de pointe, la meilleure actuellement sur le marché, on a un boîtier qui réunit 9 caméras et qui digitalise l'intégralité des espaces. Donc, en fait, en à peu près 1 heure, on arrive à faire 150 mètres carrés, pour vous donner une idée. Et après, on joint ça avec un lien Internet et vous pouvez l'envoyer, le mettre sur n'importe quel moteur de recherche et les gens peuvent se balader tout simplement dans n'importe quel endroit. Pour ce qui est du home staging, donc là, on a Caroline qui s'occupe de toute la partie design. Et elle, tout simplement, elle fait en fonction de ce qu'elle sait faire. Mais si vous souhaitez imposer des décorations, ben, elle saura s'adapter sans aucun problème. On a une base de données qui est gigantesque et qui est régulièrement mise à jour avec les derniers styles et les derniers meubles à la mode. D'accord. Et vous avez commencé à signer des contrats de partenariat au Portugal avec quelques agences depuis cette victoire, ou même depuis peut-être avant cette victoire, puisque vous semblez déjà être un peu à cheval sur les deux pays? Alors, on est au Luxembourg. On a un partenariat d'exclusivité avec Rimax qui est assez connu au Luxembourg. Au Portugal, on y va un petit peu au compte-gouttes. D'ailleurs, la French Radio et tant d'autres, ça nous aide à nous développer et à être connus, à faire connaître nos activités. On travaille avec des promoteurs, on travaille avec des constructeurs aussi qui démarchent leurs clients et avant de faire les travaux, ils montrent comment ils vont réaliser les travaux, donc à quoi va ressembler leurs futurs travaux. Et on est à la recherche de partenariats. On est à la recherche de partenariats, complètement. D'accord. Alors, vous lancez un peu un appel au partenariat. On lance un appel au partenariat, complètement. D'accord. Ben, j'espère pour vous qu'il y aura beaucoup d'écho et qu'il va bien résonner. On va revenir un petit peu sur Charlotte et avant la fin de cette session, je reviendrai parler avec vous. Charlotte, donc si j'ai bien compris, votre projet, c'est un peu une place de marché, c'est un peu de la crypto-monnaie. Le sous-jacent de la crypto-monnaie, ce sont des boîtes de sardines vintage ou vieillies ou anciennes, un petit peu comme ça. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que ce n'est pas osé de caler, de prendre comme sous-jacent une boîte de sardines, alors que le marché n'est pas vraiment si profond que ça et que si votre business se développe bien, comment est-ce que vous pourriez valoriser toutes ces boîtes de sardines? Est-ce que vous n'allez pas assécher le marché en devenant le premier acheteur international de boîtes de sardines vintage? Alors, effectivement, si on devient le premier acheteur, c'est nous qui gérons le marché, donc forcément, on fixe les prix. Après, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le but. Nous, en fait, il faut voir le projet MySardine, c'est un proof of concept. C'est vraiment un business model qu'on a développé afin d'être sûr qu'on peut le décupler sur différents produits. Donc, vous disiez place de marché, c'est exactement ce qu'on va faire. Là, l'année prochaine, on va rentrer dans la phase 2 de notre projet qui va s'appeler My Digital Twin, où en fait, on est en train de développer une application où dessus, on sera capable de recenser tous les produits qu'on appelle collectibles, donc c'est-à-dire qui prennent de la valeur avec le temps, donc que ce soit du vin, une œuvre d'art, une voiture, une montre ou des objets de collection. Et donc là, en fait, ça permet aux collectionneurs d'avoir accès à une multitude de produits, de ne pas avoir de problème d'authenticité, de traçabilité et de stockage. Vous avez tout sur une app avec votre cave, vous échangez en direct ou vous achetez avec du coup les coins que vous avez parce qu'on va développer notre propre blockchain. Et si vous voulez acheter, vous êtes l'acheteur final et donc vous pouvez recevoir le produit. Tous les produits seront stockés chez les commerçants et producteurs. Nous, justement, on ne veut pas gérer tout ça, tout le problème de stockage parce qu'on ne veut pas devenir une entreprise logistique parce que c'est vraiment quelque chose qui représente beaucoup de temps et surtout beaucoup de volume.
Donc là, on est en train de voir avec LVMH pour faire un partenariat avec eux pour certaines lignes de production qu'ils peuvent avoir, avec Taschen, l'édition de livres, avec la Romanée Conti pour les vins. Donc le but, en fait, voilà, My Sardine, c'était OK. Aujourd'hui, on voit que notre business model est viable. On a été accrédité par la CSSF, c'est-à-dire qu'ils ont validé notre projet. La CSSF, c'est le régulateur financier du emploi. Ils nous ont validé ça. Donc, on sait qu'on peut continuer. Aujourd'hui, la CSSF est d'accord pour qu'on aille de l'avant sur créer une place de marché comme ça. Donc, on travaille avec eux pour respecter toutes les lois européennes qui sont en train de sortir d'ici la fin de l'année. Et donc, voilà, le but aujourd'hui, c'est de se développer dans ce sens-là. Après, on avait pris la sardine parce que sur le business model, ça collait. Ce n'était pas un risque énorme non plus. C'était accessible, c'était un peu fun et puis tout le monde connaît ça dans le monde. On a présenté notre projet cette année de manière officielle en janvier au CES à Vegas. Donc, c'est le plus gros salon de la start-up mondiale. On a eu des super retombées. Par exemple, on a eu un article dans Forbes et on a eu un prix au CES aussi où on a été élu la start-up la plus loufoque du CES. Donc, on était très contents de recevoir ce prix. Donc, vous êtes la start-up la plus loufoque et vous avez le prix des explorateurs. C'est ça. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous faites le buzz. Exactement. Nous, on ne fait pas vraiment de com parce que c'est vrai que là, sur le marché luxembourgeois, on est très bien implanté. On se développe beaucoup sur l'Europe. Mais bon, le CES, ça nous a apporté notre clientèle. C'est vrai qu'on a beaucoup d'Américains aussi et des Asiatiques. L'Europe, ça fonctionne bien. Et en fait, notre projet, il intéresse les gens. Donc, c'est vrai que les médias viennent facilement vers nous. Et c'est un projet qui est assez marrant à communiquer. Et voilà, aujourd'hui, on veut vraiment donner l'accessibilité de tout ce monde de la crypto à tout le monde parce que pour l'instant, il n'y a que 5% de la population mondiale qui comprend comment on achète des bitcoins, quoi. Donc, le but, c'est de démocratiser tout ça. Alors, juste une toute petite dernière question et après, on reviendra à Cyril. Donc, intéressé par votre projet, je me suis rendu dans un magasin, j'ai regardé un peu les boîtes de sardines vintage. Alors, j'ai vu des dates de péremption sur la sardine, puisque c'est un aliment frais. Et les plus longues dates de péremption que j'ai vues, c'est 10 ans. Donc, ça veut dire que même si on peut les consommer après 10 ans, en France, par exemple, on a une loi qui va interdire de la vendre après 10 ans. Comment vous allez vous arranger de ça? Alors, tout à fait. En fait, il faut savoir que ce soit de la sardine ou peu importe les boîtes de conserve, à partir du moment où elles ne sont pas endommagées, perforées ou bombées, c'est un milieu qui est hermétique et donc du coup, vous risquez rien si vous mangez. Nous, en fait, il y a une DLC, c'est une régulation européenne. Cependant, nous, on le vend comme un sous-jacent d'un produit financier et on ne le vend pas comme quelque chose à la fin comestible. C'est un objet de collection. Donc, du coup, au niveau des DLC, on n'est pas ennuyé par rapport à ça. Très bien. OK, on va revenir à Cyril. Oui. C'est avec vous qu'on va avoir le mot de la fin sur cet événement. Donc, comment est-ce que vous voyez l'avenir? De quoi est-ce que vous avez besoin? Je vois à travers le Zoom qu'il y a beaucoup de spécialistes de l'immobilier qui nous regardent. J'imagine, et d'ailleurs je suis sûr qu'il y a beaucoup de spécialistes de l'immobilier qui nous écoutent aussi. C'est une émission qui est bien suivie dans le milieu de l'immobilier, tant à Lisbonne qu'à Paris. Donc, comment ils pourraient vous aider? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment un packaging complet pour les agences immobilières, donc qui n'hésitent pas à nous contacter si on ne les contactera pas nous, parce qu'on a mis en place aussi une équipe commerciale maintenant qui commence à démarcher au Portugal. Donc voilà, on a des produits qui sont destinés aux agences immobilières, mais pas que. Nous, l'avenir, on le voit aussi d'une certaine manière, c'est que demain, je pense que personne ne se déplacera pour voir un appartement ou une maison sans l'avoir vu en visite virtuelle. C'est-à-dire que personne ne se déplacera pour rien. Le déplacement physique sera directement une deuxième ou une contre-visite. C'est comme ça que nous on voit l'avenir. Après, c'est quelque chose qui semble assez nouveau, mais ça fait déjà quelques années que ça fonctionne aux États-Unis et au Québec.
et on a des statistiques qui sont assez impressionnantes. Pour le homestaging, c'est déjà connu et reconnu. Nous, notre point fort, c'est qu'on utilise plusieurs logiciels qui facilitent les projets et qui les diversifient. Donc, en fonction du profil et du projet de chacun, on va adapter nos services. Voilà. Donc, il n'hésite pas à vous contacter pour faire appel à nos produits. Merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup d'être venu. Bravo pour cette médaille, bravo pour cette victoire. Merci beaucoup, Charlotte. Bravo pour cette idée explosive qui a retenu l'attention de tous. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a intéressé, elle a fait sourire, elle a interloqué et elle a surtout fait beaucoup parler. Bonne chance à tous les deux. N'hésitez pas à revenir nous voir. Vous êtes les bienvenus. Je vais juste vous demander d'éteindre vos micros et de continuer avec nous pour notre table ronde qui va maintenant commencer. Bonsoir, merci. Bonsoir Marc. Voilà, bonsoir Marc. Bernard, comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien Marc. Merci d'être parmi nous. Merci comme toujours. Avec plaisir. Et il y aura beaucoup de choses à venir. Cette semaine, vous nous accompagnez dans notre table ronde sur le monde de demain ou d'après-demain et donnerez un éclairage économique sur les idées et les positions de nos invités que je m'empresse de vous présenter. Olivier Goua. Bonsoir Olivier. Après avoir créé 123 Ventures, devenu 123 Invest il y a 20 ans, vous avez il y a peu créé l'Indix, devenu October. Décidément, c'est une manie chez vous. Une plateforme de prêt aux entreprises que vous avez hissée à la pole position de ce marché en quelques mois, si ce n'est en quelques semaines. Yves de la Ville-Guérin, bonsoir Yves. Vous êtes président du groupe Revue Fiduciaire, société d'édition dans la presse professionnelle, bien connue dans le monde du droit et du chiffre. Vous êtes aussi investisseur dans les nouvelles technologies et tout particulièrement dans le monde de la réalité augmentée. Bonsoir Madame la sénatrice. Madame la sénatrice Evelyne Renaud-Garabédian, vous êtes sénatrice depuis 2017, représentant les Français de l'étranger. Vous nous représentez donc nous, Français du Portugal, présidente de l'Alliance solidaire de Français à l'étranger, ASFE, et dirigez le groupe cible actif dans l'immobilier et l'hôtellerie. Le monde de demain, et plus encore celui d'après-demain, ne commencera vraiment que quand nous aurons trouvé. Et c'est à vous de nous répondre, c'est à vous de nous dire ça. Marc, une toute petite introduction sur ce monde de demain, puisque c'est un peu en ligne avec le livre que vous avez écrit récemment. Oui, c'est effectivement exactement le titre, hein, Reset, donc quel nouveau monde pour demain. On est en plein dedans, là. Tous les jours, on entend des nouveaux vaccins qui arrivent. A priori, tout va mieux dans le meilleur des mondes. Le problème, c'est qu'il va falloir gérer tout ce qu'on a dépensé. C'est-à-dire que je pense qu'avant de passer au monde de demain, il va falloir d'abord payer. Je pense que tout le problème est là, c'est qu'on a, pendant cette pandémie, peut-être qu'on n'avait pas le choix, effectivement, mais la dette publique a explosé à la hausse. Et donc, toute la difficulté, c'est que c'est vrai que comme ce sont les banques centrales qui ont, j'ai envie de dire, utilisé la planche à billets pour financer justement cette dette publique, ça ne s'est pas vu. Donc, les taux d'intérêt sont restés extrêmement bas. Je regardais tout à l'heure le taux d'intérêt à 10 ans de la Grèce, il est à 0,7%. Alors qu'on a une dette grecque qui est bientôt autour des 200% du PIB. On a un taux d'intérêt à 10 ans de la Grèce à 0,7%, alors que quand il y avait la dernière crise grecque, où on avait une dette publique de seulement, entre guillemets, 170%, on est monté à 35% de taux d'intérêt à 10 ans grec. Donc, voilà, c'est ça qu'on va devoir gérer, parce que là, bien entendu, comme tout le monde ici, je pense, on le souhaite tous. Espérons vivement qu'on sorte de cette pandémie. On n'en peut plus. C'est devenu effectivement insupportable qu'on puisse retrouver une activité normale, bien entendu, en particulier en France, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Mais le plus difficile, c'est justement de gérer cette sortie de pandémie. Et donc, faudrait pas oublier faudrait pas croire que le monde va changer du jour au lendemain. Bien entendu, on va en parler, c'est le sujet du débat. Mais je pense que le vrai problème, il sera sur le financement. Qui aujourd'hui a les moyens de financer justement cette innovation, ce développement de demain? Et donc, le problème, c'est que tous les pays qui étaient déjà surendettés avant cette crise, notamment nous les Français malheureusement, eh bien, on a moins de marge de manœuvre pour sortir effectivement de la crise. Et à contrario, ce qui m'inquiète, c'est que le pays
d'où tout est arrivé, c'est-à-dire la Chine en l'occurrence, ben, c'est aujourd'hui le pays qui a finalement, même s'il a une dette publique élevée, mais il a beaucoup de réserves de change, etc., il a les moyens justement de regarder vers l'avenir. Et c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Est-ce qu'on ne risque pas justement d'être les parents pauvres de cette reprise, notamment nous, en Europe, où on a une croissance structurellement faible. Et donc, c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Il faut tout miser, bien sûr, sur l'innovation pour accompagner le monde de demain. Mais est-ce qu'on aura les moyens financiers? Je pense que c'est tout le débat. Marc, je vous coupe parce qu'autrement, vous n'aurez plus rien à nous dire tout à l'heure. Bonsoir Madame la sénatrice, bonsoir Evelyne. Peut-être une réaction, il faut que vous mettiez votre micro. Là, voilà, bravo. Peut-être une réaction sur ce que Marc a dit, ou peut-être vous avez la chance ou la particularité d'être politique, donc de voir un petit peu notre monde évoluer selon ce prisme, et aussi femme d'affaires, femme d'entreprise, une longue carrière. Comment est-ce que vous voyez ça et comment est-ce que vous ressentez cela? Alors, déjà, deux choses. Moi, je suis avant tout, comme vous l'avez dit, je suis chef d'entreprise dans un secteur particulièrement touché actuellement, c'est-à-dire dans le tourisme, où je suis hôtelière et restauratrice, et je suis également sénatrice. Je suis devenue sénatrice surtout pour essayer de pouvoir mettre à la disposition des pouvoirs publics et de la législation, de pouvoir mettre à leur disposition mes connaissances pratiques en matière de chef d'entreprise. Bon, aujourd'hui, si on veut répondre à toutes ces questions, si je voulais répondre et comprendre ce que dit Marc, je serais bien incapable de vous dire comment la France va faire demain pour pouvoir prendre en charge toutes ces sommes qui sont payées par la France. Bon, entre parenthèses, il est bon d'être français en ce moment parce que les entreprises ont été tellement aidées par la France. Il faut reconnaître que le gouvernement nous aide énormément aujourd'hui. Alors, savoir comment ils vont faire pour rembourser, moi, je n'en sais rien. Je ne sais même pas si eux-mêmes, ils le savent. Peut-être que pendant des générations, nos enfants, nos petits-enfants et encore plus loin vont être amenés à payer les impôts pour pouvoir payer cette dette. Donc, je suis bien incapable de répondre. Alors, par contre, bon, les sujets qui sont importants aujourd'hui au Sénat et que l'on voit surgir, ce sont tous les problèmes, bien entendu, d'écologie, les sources d'énergie qui sont plus respectueuses sur l'environnement. Tout le monde aujourd'hui y a attrait. Les sources qui sont importantes aujourd'hui, qui sont prometteuses, ce sont les parties sur l'hydrogène. On voit que la Chine, elle intervient quasiment sur ce domaine, mais nous aussi, parce qu'on va voter prochainement à la loi de finances au Sénat, on va voter un budget de 2 milliards d'euros sur l'hydrogène. Si on veut regarder un petit peu l'économie, je dirais qu'aujourd'hui, on est devenu presque une économie nationalisée, puisque avec cette perfusion que nous avons et qui nous apporte leur aide, c'est pas ce que veulent les commerçants, c'est pas ce que veulent les entreprises, parce qu'il faut vraiment pouvoir aider les PME, les PMI, les commerçants, les artisans qui sont dans une difficulté aujourd'hui qui est terrible. Ils sont concurrencés par tout ce qui est Internet et par les plateformes de distribution. Aujourd'hui, dans cette deuxième vague, les commerçants sont tous fermés et ils sont dans une situation très difficile. Autant au début, je me disais, oui, c'est vrai, le gouvernement a raison, c'est le seul moyen de diminuer un peu cette pandémie qui existe. C'est vrai que ce serait bien que les commerces soient fermés, mais maintenant, avec le recul, je pense que c'est une erreur énorme. On va avoir une modification de la forme du travail. Le travail va changer. On va avoir le télétravail. Les habitudes d'achat vont changer. Le télétravail, on va avoir du présentiel et du télétravail. Alors maintenant, ce n'est pas la peine qu'on développe maintenant le travail de télétravail. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Est-ce que les gens travaillent autant? Est-ce qu'ils ne travaillent pas? Est-ce qu'il y aura des vraies économies pour les entreprises avec le télétravail? Parce que peut-être qu'il y aura des économies locatives, des économies de transport, des économies de cantine. Peut-être qu'effectivement, il y aura des intérêts communs entre entrepreneurs et salariés. Les habitudes d'achat vont changer. Je pense qu'il y aura un retour peut-être à la vente à domicile, mais entre guillemets, peut-être pas en présentiel, mais des ventes à domicile qui vont se faire via Internet. Donc, les habitudes d'achat. L'axe conservateur également, cette situation, la situation des Français à l'étranger, elle est dramatique aujourd'hui. On a des millions de Français qui se trouvent dans une situation très difficile. Je vous rappelle qu'il y a près de 3 millions de Français qui sont installés à l'étranger.
Beaucoup rentrent en France parce qu'ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur situation financière, ils ont perdu leur emploi, ils ont perdu également leurs affaires, donc ils reviennent en France en essayant de trouver des solutions. Ils attendent de retrouver, tout le monde attend de retrouver sa vie d'avant. La visioconférence, c'est formidable, c'est bien, mais ça remplace quand même pas le rapport humain. Donc, et à titre personnel, le tourisme d'affaires que l'on voit avec des nuitées qui n'existent plus, l'économie française du tourisme, elle est dévastée. Elle est dévastée pour le tourisme parce que je ne pense pas qu'avant 2024, on va se retrouver à une situation meilleure. Donc, voilà un peu ma vision qui n'est pas très optimiste, mais heureusement qu'on a des gens comme nos amis qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont avec nous, et qu'on se dit, heureusement qu'ils sont là quand même, il n'y a que des entrepreneurs, ils veulent y arriver, trouver des solutions. Bravo à vous tous. Ok, merci beaucoup Evelyne. Olivier, bonsoir Olivier, merci. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Donc, je vais vous demander en 2 minutes un peu de réagir à ce que Marc et Evelyne ont dit avant vous et ensuite d'amener votre pierre à l'édifice et votre vision. Alors en fait, je vais beaucoup rebondir sur ce qu'a dit Madame la sénatrice parce que je ne pensais pas être à ce point-là d'accord avec elle. Et pour compléter, je vais reprendre les points que j'ai notés rapidement pendant son intervention. Vous avez dit qu'est-ce qu'on a comme chance d'être français? Ça, je pense qu'il faut le dire tous les jours. Il n'y a pas mieux aujourd'hui loti qu'en entrepreneur français en Europe. Et je vous dis ça pour être dans un métier, comme l'a dit Bernard en introduction, où je fais du prêt aux PME, aux TPE, PME, dans 5 pays, la France, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne. Et je peux vous dire que si on a inventé la fameuse notion de free lunch quelque part en Europe, c'est bien en France. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes un entrepreneur en France, vous pouvez avoir un prêt garanti par l'État, gratuit quasiment, et garanti à hauteur de 90%. On a eu le chômage partiel. Il y a rien. Et si vu de l'extérieur, c'est des choses qui m'a vraiment frappé pendant cette crise, tous les prêts garantis par l'État se ressemblent. On a l'impression que le prêt garanti par l'État en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, c'est le même. En fait, ce n'est pas du tout le même. Je vous l'illustrerai très simplement. Quand vous êtes une banque et que vous faites un prêt garanti par l'État en France, certes, vous avez une garantie à 90% de l'État, mais on vous demande de ne gagner que 250 000 € chaque fois que vous prêtez 1 milliard. Imaginez ce que ça coûte de distribuer 1 milliard de prêts et de ne faire que 250 000 € de chiffre d'affaires avec ça quand vous êtes une banque. Donc, clairement, les PGE en France, c'est un cadeau pour les entrepreneurs. À l'inverse, aux Pays-Bas, quand vous allez faire un prêt garanti par l'État, vous n'êtes pas à 0,25 de taux la première année, enfin même 0 plus juste le coût de la garantie, vous êtes plutôt à 3-4% de taux d'intérêt. Et en plus, on vous demande des cautions à titre personnel. Donc là, on voit déjà, on comprend mieux quand on sait ça, pourquoi les ministres de l'économie français et hollandais ont de la peine à s'entendre quand il s'agit de se mettre d'accord sur un plan de relance européen. C'est-à-dire qu'on a des visions diamétralement opposées de ce qu'on va faire de l'argent public. Et ça, c'est incroyable, cette différence. On pourrait faire le même parallèle sur le chômage partiel. On opère en France, mais également en Espagne, depuis Madrid. Là aussi, la générosité du chômage partiel en France versus la générosité du chômage partiel en Espagne, ça n'a rien à voir. La conséquence est assez directe, c'est qu'il y a déjà eu des vagues de licenciements beaucoup plus fortes en Espagne qu'en France. Donc ça, c'est vraiment, je ne peux qu'abonder dans votre sens. Après, ça pose une question. Effectivement, tout à l'heure, Marc Poitier disait comment on va financer l'avenir. C'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, notre système financier français, on a la chance qu'ils soient en très bonne forme. On a des banques très fortes en France qui sont en bien meilleure santé que les autres banques européennes dans la plupart des cas. Elles sont sérieusement affaiblies par cet épisode. Aujourd'hui, elles ont distribué 120 à 130 milliards d'euros gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'est vraiment gratuitement. Et on leur a expliqué que c'était gratuit pendant 1 an, qu'ensuite elles allaient peut-être pouvoir refaire un petit peu de chiffre d'affaires. Il faut se rappeler que quand elles prêtent 120 à 130 milliards d'euros, elles ont quand même, au-delà du peu de chiffre d'affaires qu'elles font, elles ont carrément ri sur 10% de ça. Mais on vient de leur expliquer qu'elles allaient faire une 2e année gratuite, parce que le PGE va être conduit et on ne va pas enclencher à la fin de la première année comme c'était prévu initialement. Donc ça, c'est un vrai souci parce que ça veut dire qu'on est en train d'affaiblir fortement notre système financier. Et je rebondis enfin sur ce que disait aussi Madame la sénatrice tout à l'heure, et j'adhère à 200%, c'est l'économie nationalisée.
Je pense que c'est quelque chose qui frappe beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui et dont je suis. C'est-à-dire, je me suis toujours intéressé, comme beaucoup d'entrepreneurs, à la politique, mais en se disant qu'après tout, la politique, on pouvait s'en affranchir. Quand je dis s'en affranchir, c'est-à-dire qu'un entrepreneur trace sa voie globalement. Les cas de juridiques sont à peu près les mêmes dans tous les pays. Et puis après, on trace sa voie, on se développe. Aujourd'hui, clairement, c'est le politique qui dit comment se fait le business. Le pouvoir a complètement changé de main. Aujourd'hui, vous êtes en banquier, vous n'êtes pas à la tête de votre banque. C'est le pouvoir politique qui vous dit comment vous allez fonctionner. Vous êtes en assureur, c'est le pouvoir politique, clairement, qui vous dit comment faire fonctionner votre compagnie d'assurance. Quand il vous dit de mettre la main au portefeuille pour financer tel ou tel pan de l'économie, vous le faites. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très marquant. Et encore une fois, j'adhère à 200% sur ce que vous avez dit sur tout ce qui est commerce. On a fait une énorme erreur, c'est-à-dire de fermer purement et simplement. Donner des primes de 10 000 euros aux commerçants, ça ne sert à rien. En plus, dans la plupart du temps, 10 000 euros, ce n'est pas la hauteur du problème. Ça n'enlève rien, c'est un pansement sur une jambe de bois. Il y avait des solutions de mettre des jauges dans les commerces, de faire des réglementations logiques, autoriser les pyjamas pour les moins de 2 ans, les interdire pour les plus de 3 ans, leur ajouter des coûts supplémentaires en faisant scotcher certains rayons. Ça, c'est une aberration totale. Il faut crier franchement au scandale. Et là, c'est une énorme déception parce que autant la réaction a été massive, on a mis beaucoup d'argent, c'était le seul moyen dans la première phase d'essayer de sauver ce qu'il fallait sauver. Autant là, on est en train de se tirer une balle dans le pied. J'espère vraiment, vraiment que les annonces qu'on va avoir vendredi en France notamment vont remettre un peu de logique dans tout ça. Et le seul moyen de sauver les entreprises, c'est de les laisser faire du chiffre d'affaires. Il faut se rappeler que les dettes, malheureusement, doivent se rembourser. Et la plupart des business, quand ils vont sortir de la crise, n'auront que 80 ou 70% de la rentabilité qu'ils avaient avant la crise, et ça ne suffira jamais à payer toutes les dettes qu'ils ont contractées. Merci beaucoup, Olivier, pour cette intervention. C'est maintenant à Yves de la Viguerin de donner son éclairage. Bonsoir, Yves. Il faut mettre votre micro. Oui. Voilà. Donc, bonsoir Yves, merci de nous avoir rejoints, merci d'être avec nous et d'avoir accepté cette invitation. Je vais vous poser la même question qu'à vos prédécesseurs. D'abord de donner un petit peu une réaction un peu sur ce que vous avez entendu, sur ce qui vous a le plus séduit ou peut-être le plus interpellé, et ensuite de donner votre propre éclairage et votre propre vision de ce qu'on a vécu, de ce qu'on est en train de vivre et de ce qu'on va peut-être vivre, puisqu'on est bien sur le monde de demain, voire d'après-demain. C'est à vous. Bien, alors sur ma réaction sur les 3 précédentes interventions, je suis globalement d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est même d'aller plus loin. Mais je suis globalement d'accord, effectivement, la gestion de cette crise a été, à mon sens, je ne dirais pas catastrophique, mais pathétique, à plein de niveaux. On a un système français qui est extrêmement sclérosé, avec un appareil législatif très très lourd. Je suis bien placé pour le savoir, publiant chaque semaine près de 150 pages de nouvelles actualités. C'est absolument aberrant. Pour suivre les choses, c'est juste plus possible, ni pour les entreprises, ni pour ceux qui les contrôlent d'ailleurs, qui sont complètement désarmés devant l'inflation, je dirais la diarrhée législative que l'on a depuis maintenant 30-40 ans. Et pour sortir de cela, c'est extrêmement compliqué. Parce que quand on commence à se mettre à réglementer, les gens attendent une réglementation pour pouvoir bouger. Et donc, du coup, le serpent s'auto-alimente. Dans un contexte comme cela, ce que l'on a vu, alors, déjà, je vais parler, nous, au niveau de notre groupe, on a lancé un produit qui s'appelait ActuRF, un produit d'actualité au moment du Covid, qu'on a lancé gratuitement pour l'ensemble, pour tout le monde d'ailleurs, pour dire aux gens, voilà, nous, on vous décrypte et on vous donne des informations qui sont applicables, qui sont sérieuses, et ce n'est pas des effets d'annonce politique ou autre. On a eu un énorme succès sur ce produit, qui était gratuit au départ et qui maintenant est passé en payant. Énorme succès parce que les gens étaient complètement perdus par des annonces
qui était assez délirante. À un moment donné, nos standards étaient assaillis par des propriétaires qui nous disaient mais est-ce qu'on doit faire des loyers gratuits? Le président a dit, le machin, etc. Donc les gens très perdus. Et dans un contexte comme ça, qui est déjà très anxiogène, il faut que les politiques aient une ligne directrice extrêmement forte, très rassurante, et qu'il n'y ait pas d'errement. Et là, manifestement, ça n'a pas été le cas. Je ne vais pas leur jeter la pierre parce que je pense que ça a été extrêmement compliqué. C'est d'autant plus compliqué que c'est l'héritage de décennies de biberonnage des Français aux subventions, à la déresponsabilisation. Et ça, c'est un vrai problème et on n'en sortira pas demain. Au-delà de cela, on a un problème encore plus important, c'est que, comme l'a dit très justement Olivier Goy, on a un État qui a encore plus pris le lead sur le fonctionnement des entreprises. Or, qu'est-ce qui crée de l'emploi? Ce n'est pas les grands groupes, ce n'est pas les entreprises importantes. Ce qui crée de l'emploi, c'est l'entrepreneur qui a envie de s'en sortir, qui n'a pas forcément fait d'études, qui n'a pas un parcours, qui n'a pas forcément une présentation, et qui sait que, en regardant aujourd'hui des MOOC, des tutos, il va pouvoir se former, il va pouvoir accéder à des formations d'une qualité exceptionnelle. Je vais vous prendre un seul exemple. Vous avez accès aujourd'hui aux meilleures formations mondiales en matière d'intelligence économique gratuitement, sans avoir à payer ce que payent certains élèves pour l'écouter, des dizaines de milliers de dollars ou d'euros pour suivre le professeur dans un cours magistral. Vous avez cet accès à l'information aujourd'hui qui est quasi gratuite, qui est mondiale et qui va permettre à plein de jeunes entrepreneurs d'émerger. Ces jeunes entrepreneurs, ils ne vont pas émerger dans des sociétés où il y a un carcan administratif, fiscal, juridique, social, réglementaire qui va les empêcher de fonctionner. La France est, comme l'a très justement dit Olivier Goy, a été pour moi un paradis pour les entreprises. Je crains que l'on dérape et que justement on perde cet avantage. Et que l'on n'aille pas dans les errements passés. On l'a vu. J'ai un exemple qui m'a beaucoup frappé quand j'étais jeune. Et si vous permettez, Yves, on va garder l'exemple pour tout à l'heure quand on va revenir sur vous. D'accord. Et là, je voudrais qu'on réagisse. Alors, de ce que j'ai noté, de ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui est revenu assez régulièrement, c'est sur l'énergie. En préparant l'émission, j'ai un peu discuté avec un spécialiste de l'énergie et il m'a dit quelque chose que je vais essayer de répéter de manière assez fidèle. Il m'a dit la chose suivante, il m'a dit on ne parlera sérieusement de monde de demain que quand on aura trouvé une source d'énergie propre, peu chère et abondante. La pollution créée par l'homme se réduira alors de manière drastique. Nous pourrons utiliser des technologies de captation du CO2 existant, irriguer, créer de nouvelles terres arables et ainsi changer notre alimentation, arrêter la déforestation. Et y développer le sujet. Et là-dessus, j'aimerais bien entendre en priorité d'abord Marc Toiti un petit peu, parce que je sais que dans son livre, il parlait un petit peu de cette énergie et de ces choses comme ça. Et ensuite, j'aimerais revenir sur vous, Madame la sénatrice, parce que vous avez parlé de l'hydrogène, de cette nouvelle source d'énergie, et donc vous semblez aussi adhérer à un petit peu ce point de vue. Marc, c'est à vous, assez rapidement, s'il vous plaît. Oui, non, mais c'est vrai que là, bon, ce qu'on a évoqué ensemble, il y a un climat un petit peu anxiogène. C'est vrai qu'on a l'impression que le monde de demain, il est pire que le monde d'après-demain. C'est-à-dire que, ou d'hier, du moins, c'est-à-dire que c'est ça le reset. Le reset, normalement, ça, entre guillemets, on a un nouveau monde qui est là, qui est meilleur que le précédent. Là, c'est exactement l'inverse qui est en train de se produire. Donc, c'est vrai que je ne vais pas en rajouter, bien entendu, ça fait un petit peu peur, mais j'ai quand même une bonne nouvelle, justement, c'est que toutes les crises sont toujours des phases d'opportunité. Et donc, justement, la bonne nouvelle, c'est que comment, en fait, comment avance ce monde, j'ai envie de dire le capitalisme au sens large, depuis le XVIIe siècle, il avance par révolution technologique, par des sauts technologiques. C'est le seul moyen, parce que souvent, on me dit, oui, mais la croissance infinie dans un monde fini, ce n'est pas possible. C'est vrai que potentiellement, ce n'est pas possible. Le seul moyen de faire de la croissance infinie ou durable dans un monde fini, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique. Et donc, c'est ce qui est justement plutôt porteur pour l'avenir, c'est qu'on a effectivement donc des révolutions technologiques qui vont se mettre en place. Alors bien sûr, tu l'as dit Bernard, dans l'énergie,
Ça, c'est évident. Alors, on peut parler de l'hydrogène et aussi on peut mélanger avec les nanotechnologies, etc. Ça, c'est bien entendu déterminant. Il faut également parler de l'agroalimentaire, les nouvelles technologies de l'agroalimentaire qui sont particulièrement importantes. Il y a bien sûr le numérique qui a été développé, on l'a évoqué, donc les nanotechnologies et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est la bonne nouvelle est là. C'est qu'on a effectivement devant nous des révolutions technologiques qui vont nous amener normalement des décennies de croissance. Mais il y a donc deux conditions. La première, c'est, j'évoquais tout à l'heure, le financement. Et donc, c'est vrai que toutes les révolutions technologiques, habituellement, c'est les États qui les financent. Si on prend le cas de la France, c'est dans les années lors de l'après-guerre, les 30 glorieuses, l'État avait les moyens. Aujourd'hui, l'État n'a plus les moyens parce que justement, il est surendetté, malheureusement. C'est ça le problème. Ou alors, on a besoin de capital angel, d'investisseurs, de fonds de pension qu'on n'a pas forcément en France. Donc là, c'est le premier problème. Donc, ce problème de financement, il est particulièrement déterminant. Puis, il y a un deuxième problème très important qui est la formation, à ce qu'on appelle la destruction créatrice. Ça veut dire qu'on va détruire des emplois et des entreprises dans les anciens secteurs d'activité, mais on va en créer beaucoup plus dans les nouveaux. Mais ça ne peut marcher que s'il y a cette destruction créatrice. Ça veut dire que la main-d'œuvre, les entreprises arrivent à passer d'un secteur à l'autre, arrivent à se former, arrivent à améliorer leurs connaissances. Et c'est là où le bas blesse, c'est là qu'il faudra faire extrêmement attention. Donc oui, potentiellement, le monde de demain peut être meilleur que celui d'hier, notamment d'un point de vue écologique, mais si on a la force justement de développer ces innovations technologiques. Voilà, pour faire rapide, ça c'est quand même, pour moi, c'est la seule issue. C'est-à-dire que si on doit rembourser la dette, Merci, les recettes, Marc. on les La connaît. dette, on y reviendra tout à l'heure. Non, mais ça, on les connaît, c'est soit les impôts, soit l'inflation, etc. Donc le seul moyen, c'est la croissance au travers de l'innovation technologique. Très bien. Madame la sénatrice, alors cette punchline un peu sur l'énergie que vous aviez commencé à ouvrir avec votre vision de l'hydrogène, si on essaie de développer et d'approfondir un peu. Alors moi, la production d'hydrogène la plus propre, qui est produite à partir de l'eau et de l'électricité, l'électrolyse, elle demeure à ce stade la plus chère à produire. Parce que l'hydrogène est très léger, il est très difficile de le stocker et de le transporter. Mais en définitive, personnellement, je ne doute pas que nous l'utiliserons dans le monde de demain et que toutes les difficultés qui existent aujourd'hui, on parviendra à les résoudre comme on l'a fait pour l'électricité. Évidemment, pour la production de l'hydrogène, il y a un problème également, mais aujourd'hui il n'est pas résolu, c'est le problème de la production de l'eau. Puisque l'hydrogène est produit à partir de l'eau, il ne faut pas on se retrouve à 30 ans dans les années à venir avec une production d'eau qui ne permettrait pas d'arriver à l'hydrogène. Mais les Chinois aujourd'hui ne misent tout sur l'hydrogène. Et je vous dis, nous les Français, nous avons commencé à bien étudier l'hydrogène et il y a quand même beaucoup de partenaires qui sont pour la production d'hydrogène. On a une magnifique société qui est Air Liquide là-dedans, hein, qui est un des leaders en France sur l'hydrogène et qui fait un parcours boursier depuis que je suis étudiant, donc depuis très longtemps, un petit peu fantastique. Merci pour cet éclairage. On va revenir à vous, Yves, sur l'énergie et spécifiquement sur l'énergie. Vous en pensez quoi? Ok, bon, on vous a perdu, c'est les joies de la technologie, donc le monde de demain, il n'est pas pour tout de suite. Olivier Goual, l'énergie, vous en pensez quoi? Je fais quoi? Je simule une panne de micro ou je dis que je ne sais pas répondre? Non, vous réfléchissez, vous vous concentrez et vous répondez. Non, je vais être honnête. Non, j'ai cette liberté d'entrepreneur de ne répondre que sur les sujets que je maîtrise et honnêtement, ce n'est pas un sujet que je maîtrise. Donc, je ne veux pas dire, je n'aurai pas de valeur ajoutée sur ma réponse, très honnêtement. Dans les sociétés que vous financez à travers October, beaucoup de projets dans l'énergie, beaucoup de sociétés dans des nouvelles énergies, dans des énergies renouvelables ou dans des nouvelles technologies ou des recherches comme ça. C'est quelque chose qui vient souvent. Pas tant que ça, parce qu'on finance avant tout des sociétés traditionnelles, au sens des sociétés qui font déjà du chiffre d'affaires, qui sont rentables, alors que là, on parle peut-être plutôt de sociétés qui sont, notamment qu'on est à la technologie ou la rupture, on est plutôt à faire des pertes qu'être rentable. Donc, on se finance plutôt par de l'equity que par de la dette. Donc, ce n'est pas forcément les gens qui viennent naturellement nous voir. En revanche, ce qu'on mesure bien, c'est la conscience écologique qui monte dans toutes les activités, ça c'est très clair. Mais des sociétés à proprement parler qui révolutionnent ou qui préparent cette transition de demain, on en a très peu aujourd'hui.
Okay. À l'époque où vous vous occupiez des destinées de 1, 2, 3 Invest, il y avait beaucoup de financement d'éoliennes et de solaire. Toutes ces fermes solaires ou ces fermes éoliennes financées, tous ces entrepreneurs financés maintenant il y a plus de 10 ans, qu'est-ce que ça a donné tout ça un peu on a maintenant cette énergie, enfin tout cet argent qui a aidé à les financer, cette énergie, elle est produite, elle participe à la consommation. Oui, c'est une énergie produite effectivement, qui se passe bien. D'ailleurs, l'État, qui se passe pour certains même trop bien. Hein. Vous avez vu récemment dans la presse que l'État voulait revenir sur le prix de rachat des premiers qui ont eu des concessions et des engagements de rachat, parce que c'est des contrats qui finalement, avec le temps, se révèlent trop profitables. Bon, c'est toute la difficulté effectivement de fixer un prix dans un marché très jeune. Mais effectivement, ça a fortement contribué, tout ce développement autour de l'éolien, du solaire, à l'arrivée à maturité des marchés. Enfin, c'est un marché qui est quand même passé par toutes les phases, là aussi. Hein. Il faut se rappeler que c'est un marché où il y avait un moment une pénurie de production, puis une surproduction de panneaux. Il y a des pays comme l'Espagne qui ont annulé du jour au lendemain les tarifs de rachat conventionnés. Ça a mis beaucoup d'acteurs sur la paille. Enfin, c'est le côté rock'n'roll de tout nouveau secteur d'activité qui émerge. Très bien. J'ai une nouvelle punchline sur laquelle je voudrais vous faire réagir. Elle est un petit peu plus philosophique, un peu moins technique. C'est dans la souffrance que naissent les humains et les mondes nouveaux. L'histoire est remplie d'exemples, proches ou lointains. De cette souffrance morale, psychique, économique, individuelle ou collective que nous vivons aujourd'hui, naîtra ce nouveau monde auquel nous aspirons tous et que si peu attendaient si tôt. Ça vous inspire quoi, Madame la sénatrice? Le micro, il faut mettre votre micro. Voilà. Alors, moi, je vais revenir sur le sujet de l'économie. C'est ce que ça inspire pour moi, que la période actuelle est très difficile, mais je crois que ce n'est pas en rapport de ce qui va se produire dans les prochains mois. Je reviens sur le problème, cet axe progressiste dont vous parlez, ce renouveau. Je reviens sur le changement de mode de fonctionnement, le changement du commerce, le changement de la vie. J'en profite, si vous me donnez l'autorisation, je voudrais faire part à Olivier d'une information qui va peut-être l'intéresser dans le cadre de la mise en place de ces financements, parce que j'irai beaucoup plus loin que lui. Je pense que les commerçants ne pourront pas rembourser les prêts garantis par l'État qui leur ont été consentis par la BPI, parce que je pense qu'ils ne pourront pas le rembourser. Donc la question va se poser dans d'autres termes. Et un élément important, j'ai présenté cet été un amendement parce qu'une grosse partie de petites PME, surtout dans le tourisme et la restauration, n'ont pas réussi à obtenir les prêts garantis par l'État parce que leurs fonds propres sont négatifs. C'est un petit peu technique, mais Olivier et d'autres d'entre vous vont comprendre. Les fonds propres sont négatifs. Donc, j'ai demandé, comme en 2008 sous Sarkozy, j'ai demandé à ce que pendant une période de 1 année, qu'il n'y ait plus de frottement fiscal pour réévaluer les actifs immobiliers qui sont détenus par les petites PME, pour qu'elles puissent avoir la valorisation sans frottement fiscal. Et dans la loi de finances 2021, il y a un article qui va dans ce sens-là. Donc, c'est peut-être important pour vous qui travaillez avec les PME dans le cadre des financements qui leur sont consentis, de pouvoir les aider pour essayer de relancer peut-être les prêts garantis par l'État qui n'ont pas pu être obtenus par certains d'entre eux, de pouvoir les obtenir. Une autre chose importante, pour ceux qui ont obtenu les prêts garantis par l'État, il y a la possibilité d'avoir un complément de saisonnalité. C'est-à-dire, autant en début de pandémie, les prêts garantis, c'était 3 mois lissés sur l'année, mais maintenant, ça peut être les 3 meilleurs mois de l'année. Donc, ça peut peut-être vous servir et vos clients peuvent demander des compléments de prêts garantis pour l'État auprès de leur établissement bancaire. Une réponse, Olivier ? Oui, bien sûr. D'abord, c'est une très bonne idée, l'amendement que vous avez soutenu. Je le connaissais, on en a même discuté avec Bruno Le Maire qui soutenait aussi la mesure. Donc, c'est une très, très bonne idée que vous avez là. Ulla, bravo. Alors, on échange des bons tuyaux contre d'autres bons tuyaux. On fait également chez October, parce que on a un fonds dédié au tourisme qui est financé par la Caisse des dépôts et les assureurs, dont on a lancé le lancement tout récemment. Et c'est un prêt aussi qui est intéressant parce que c'est un secteur, comme vous l'avez dit très justement, qui souffre énormément, mais surtout qui va nécessiter
du temps avant de reconstituer les cash flows. Et donc, c'est des prêts qui ont un différé de paiement de 18 mois. Ce qui est important parce qu'aujourd'hui, faire un PGE quand vous êtes en hôtelier et commencer à le rembourser trop vite, c'est pas ce qu'il faut. Donc là, on a 18 mois d'emblée de différé. Il y a des taux assez attractifs, donc c'est quelque chose qu'on est en train de lancer en ce moment. C'est une enveloppe qui est modeste parce que ce n'est malheureusement que 38 millions d'euros, mais ce sera toujours une petite pierre à l'édifice. Bon. Et les mondes nouveaux et les humains naissent dans la souffrance. Ça vous inspire quoi, ça, Olivier? Et me dites pas, je ne suis pas un spécialiste de l'énergie et je ne suis pas un philosophe non plus. Ça m'inspire qu'on va sacrément être bon demain, si c'est vrai. Plus sérieusement. Non, mais plus sérieusement, oui, c'est sûr que ça pousse à la créativité, ça pousse à la transformation. C'est ce qui me rend en tant qu'entrepreneur optimiste. C'est-à-dire que quand je vois ce qui me rend négatif, il n'y a pas besoin de faire la liste. C'est moi de voir souffrir tous ces gens qui ont une vie de labeur et qui se retrouvent effectivement avec la valeur d'années d'une vie de travail complètement détruite, ça me mine le moral, effectivement. De l'autre côté, il faut reconnaître qu'il y a des opportunités qui naissent, à commencer par nous, en tant que plateforme de prêt. On voit des choses aujourd'hui, on voit que ce qu'on a développé comme technologie, ça va être indispensable notamment aux banques qui viennent nous voir pour discuter avec nous, pour voir comment elles peuvent changer leur process, etc. Donc voilà, tout ça me rend optimiste sur le long terme, c'est évident. D'accord, merci. Alors, j'aimerais revenir sur une phrase d'Olivier et entendre la réponse de Marc. Olivier nous a dit qu'aujourd'hui, ce n'était même plus les banques qui décidaient, mais l'État qui décidait, qu'on les obligeait à faire des prêts avec quasiment pas de marge et qu'on allait leur demander de repasser pour un an avec un petit peu de sans marge. En 2008, l'État est venu à la rescousse des banques et l'ensemble des États européens ont clairement sauvé les banques. Les banques partaient à la faillite sans l'interventionnisme de l'État. Aujourd'hui, c'est un peu les banques qui viennent à la rescousse de l'économie, car sans ces prêts, ça aurait été un effondrement, mais encore plus massif que ce qu'on voit. Alors, sur le juste retour des choses, règles économiques, hasard, règles de base, allez-y Marc, éclairez-nous. Alors, rapidement, en fait, c'est quand même différent. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience qu'il y a deux choses. Il y a des situations d'illiquidité, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de liquidité, par exemple les banques en 2008, puis les situations d'insolvabilité, justement où l'actif net est négatif. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, l'enjeu de l'endettement, c'est le suivant. S'endetter, ce n'est pas grave. C'est même bon de s'endetter. Il faut s'endetter. Mais c'est comme le cholestérol. C'est-à-dire qu'il y a le bon cholestérol et le mauvais. Mais là, c'est la dette, c'est pareil. Si je m'endette, si on me prête de l'argent pour me sauver d'une situation temporaire, parce que derrière, je vais me renflouer et je vais permettre de retrouver le chemin de la croissance et de rembourser sans problème ma dette, à ce moment-là, la dette est évidemment une bonne chose. Le danger aujourd'hui, donc c'est ce qui s'est passé avec les banques. Je rappelle que l'État, à l'époque, prêtait aux banques à un taux de 8%, alors que lui se finançait à 3%. Et l'État a donc gagné de l'argent en prêtant de l'argent aux banques en 2008-2009. Donc, on n'avait pas vraiment le choix et ça a fonctionné. Là, aujourd'hui, la difficulté, moi, ma crainte, c'est qu'on ait prêté de l'argent à perte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, si on voit les banques, je peux vous le dire sans trahir des secrets, quand je suis dans les comités exécutifs de certaines banques, j'ai bien compris qu'elles ont déjà oublié les 10%. C'est-à-dire que sur les 90% donc garantis par l'État, donc les banques espèrent que l'État va rembourser, mais les 10% restants, les banques ont dit ça ne sera pas remboursé. Donc, ça vient gonfler le coût du risque. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui est là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement, et c'est là où on l'a déjà dit, mais c'est vrai que c'est dangereux, je pense que ce qu'a fait le gouvernement dernièrement, c'est-à-dire qu'on se contente de donner des aides. C'est bien les aides, mais ce qui compte avant tout, c'est le business, c'est le chiffre d'affaires. Et donc, c'est ça qui est complètement paranoïaque. C'est que d'un côté, on donne des aides, mais on ferme quand même tous les magasins, tous les espoirs justement de faire du business. Donc, ça ne colle pas. C'est là où globalement, autant effectivement le premier confinement, on n'avait pas le choix. J'étais à Bercy quand Bruno Le Maire et d'autres ont pris la décision. Moi, je défendais justement le fait de ne pas faire ce confinement. Je savais que ça allait générer une récession dramatique. Et comme on n'avait pas de masque, comme il n'y avait pas de lit, comme il y avait vent, on n'était pas préparé. Ok, on l'a fait, mais là, on était préparé. On avait des masques, on avait des lits, on avait les cliniques privées qui étaient disponibles. On savait déjà plus ou moins ce que c'était. Donc ça, ce deuxième confinement, c'est lui qui va être extrêmement coûteux à nos entreprises. Donc c'est ça
qui est particulièrement dangereux. Donc, c'est là où, si je rebondis sur la philosophie, c'est très dangereux parce qu'avoir une économie complètement, entre guillemets, assistée par l'État, qui n'est pas un modèle d'efficacité économique, c'est extrêmement dangereux. Donc moi, je dis au contraire, non, il faut donner la force à nos entreprises, justement, de regarder vers l'avant. Oui, il faut les aider, mais en faisant du business, pas simplement en donnant des aides, parce que les aides, il n'y a rien de pire, ce qu'on appelle des poches à précarité. C'est vrai pour les jeunes, par exemple, ou pour dans les cités dont je suis issu, ou également pour certaines entreprises. Donc c'est ça qui est très, très dangereux pour notre avenir. Donc oui, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, comme disait Nietzsche. Donc j'y crois toujours d'un point de vue philosophique, mais il faut quand même nous donner les moyens de rebondir, les moyens d'avoir une croissance plus forte demain. Merci. Vous me faites penser à un autre proverbe, Marc, un proverbe chinois, ils sont à l'honneur, les Chinois en ce moment. Il vaut mieux donner une canne à pêche que du poisson à quelqu'un. Exactement, on est d'accord. On va apprendre à pêcher. Voilà. Il y a Julien Le Tartre qui nous écoute bien sagement, j'ai même envie de dire religieusement depuis le début de l'émission. C'est un chef d'entreprise français installé au Portugal. Moi, je préfère l'appeler un boulanger. C'est mon boulanger d'ailleurs. Et voilà, en tant que chef d'entreprise français installé au Portugal, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que quelque chose vous effraie? Est-ce que quelque chose vous donne de l'espoir? On va vous laisser faire une première conclusion. C'est à vous, Julien. Alors moi, je suis d'abord très fier d'être votre boulanger. Ça me fait plaisir. Et je voudrais donner juste un éclairage parce que moi, mon activité est au Portugal. On a eu des aides aussi, mais moins d'aides qu'en France. Par contre, il y a une chose qui est complètement différente, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis ouvert. Je suis un commerçant ouvert et mes collègues commerçants sont également ouverts. Et je trouve que le Portugal, là-dessus, a plutôt bien géré la crise. Et ils nous ont obligés simplement à fermer les après-midi des week-ends. Ce qui fait que mon chiffre d'affaires n'a pas tellement souffert, donc je vais être capable de rembourser des prêts, parce qu'on a eu aussi des prêts garantis. Et il m'arrivait un truc incroyable, c'est que les banques m'appelaient pour me prêter de l'argent, ce qui ne m'arrivait pas depuis 10 ans. Donc c'était assez agréable, j'ai accepté l'argent et j'en ai profité pour ouvrir des boutiques. Parce que je suis assez d'accord avec Marc Toiti. Aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'on a du cash, mais il va falloir le rembourser dans quelques années. Donc voilà, nous, on l'a pris pour faire du développement. Ok, bon, merci beaucoup pour cet éclage. C'est une bonne conclusion, ça, parce que sinon, c'est une conclusion d'espoir, justement. Je pense que c'est une bonne conclusion. C'est bien. Tu devrais t'arrêter là, Bernard. Il en faut. Non. Je vais vous écouter. Je vais surtout écouter Olivier Gagois qui a dit qu'aujourd'hui, c'était le politique qui gouvernait. Et je vais laisser la vraie conclusion de cette table ronde à Madame la sénatrice qui nous a fait le plaisir de venir. C'est à vous, et puis on va vous laisser conclure. Alors, moi, je retiens un petit mot de chacun d'entre vous et je partage en fait l'avis de tout le monde parce que je suis quand même chef d'entreprise avant tout, donc je partage l'avis de tout le monde. Et ce que je pense, c'est qu'il faut absolument que l'État permette à nos commerces de pouvoir ouvrir le plus rapidement possible. Parce qu'ils ne veulent pas être assistés aujourd'hui. C'est parce qu'ils veulent travailler, ils veulent faire des affaires, ils veulent gagner de l'argent pour pouvoir retrouver une situation. Ils ne veulent pas une situation de dépendance pour être dépendants de l'argent que va donner l'État. Monsieur Toiti a raison, ils ne veulent pas le RMI, ils ne veulent pas le RSI, ils veulent travailler, ils ne veulent pas avoir de l'argent ni d'aide de la part de l'État. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut les laisser en travailler. Les salariés ne veulent pas non plus, ils ne veulent plus rester chez eux. Ils ne veulent plus le télétravail. Moi, ils me téléphonent tous les jours pour savoir quand est-ce qu'on va rouvrir les hôtels pour revenir travailler. Donc, et ce que je fais, moi, régulièrement, tous les 10 jours, je fais revenir du personnel dans les hôtels qu'ils ont fermés pour venir les faire travailler, pour leur redonner le goût du travail. Donc, là, on est en train d'enlever le goût du travail à tout le monde. Il faut absolument qu'on puisse rouvrir. Un petit point pour les pauvres commerçants qui ne peuvent pas ouvrir en France. Il y a le Black Friday le 27 novembre. Si jamais l'État ne les laisse pas rouvrir avant le 27 novembre, alors qu'il y a le Black Friday, mais les plateformes telles qui existent aujourd'hui, elles vont rafler la mise.
les Google et autres vont rafler la mise. C'est-à-dire qu'ils sont morts s'ils ne peuvent pas réaliser le Black Friday le 27 novembre. Donc moi, mon message final, c'est de dire laissons nos commerçants, laissons nos entreprises travailler. OK. Ben, merci beaucoup. Bravo. J'ai vu que Yves de la Viguerin est revenu après un petit problème technique. Tout fonctionne, Yves? Vous pouvez reprendre la parole? Allez-y, votre micro. Oui, Ok. ça remet. Alors, On je ne sais pas très bien ce que vous avez pu entendre et pu écouter, mais par contre, j'ai un dernier sujet sur lequel on n'a pas le temps de faire intervenir tout le monde, mais j'aurais vraiment envie d'avoir votre intervention. Demain ne sera pas un monde nouveau. Notre monde va, comme toujours, évoluer, s'adapter. Il a déjà commencé à le faire en accélérant des process déjà engagés ou l'utilisation de technologies déjà en place, voire naissantes. Mais nous ne serons pas dans un monde nouveau. Nous allons continuer à évoluer. Vous en pensez quoi, Yves? C'est une évidence. On a des technologies aujourd'hui qui nous permettent des disruptions extrêmement fortes. Maintenant, ce qui bloque, c'est l'humain. On a des outils à disposition de nos entreprises. On a des solutions qui sont… je parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle. Je parle nous, on écrit des livres, on arrive à écrire des livres avec des robots en automatique de façon assez étonnante. On arrive à récupérer de l'information en automatique, de la traiter. Enfin, on a pas mal de technologies qui sont tout à fait intéressantes, mais encore faut-il que l'humain suive. Ce qui me frappe dans cette crise, c'est qu'on on a parlé beaucoup d'Amazon, des commerçants, etc. Est-ce que vous pensez réellement qu'un commerçant aujourd'hui peut continuer à vivre sans avoir un site internet, ou au moins mutualiser au niveau de son quartier, de sa ville ou de sa profession des ventes en ligne en participant à la nouvelle économie? Ça me paraît ahurissant. Donc on ne peut pas dire attendez, le monde change, moi je reste comme je suis et puis rien ne va se passer. Donc je pense que cette crise doit être, à mon sens, une prise de conscience pour beaucoup qu'ils sont obligés d'évoluer, que l'État ne pourra pas tout pour eux et qu'effectivement, il y aura d'autres crises et qu'il faut qu'ils s'y préparent en essayant d'être le plus proactif possible. Aujourd'hui, on ne peut plus s'appuyer sur le diplôme qu'on a reçu quand on avait 20 ou 25 ans. On doit être en formation permanente, on doit être en évolution permanente, on doit faire évoluer nos entreprises, nos métiers, comme on fait évoluer d'ailleurs le fonctionnement de notre maison, de notre façon d'acheter, etc. On a un monde extraordinaire aujourd'hui qui nous permet de commander un billet d'avion de chez soi, de voyager dans le monde entier, d'arriver déjà à visualiser l'endroit où on va être. Enfin, on a des technologies qui nous permettent de suivre notre santé. C'est fantastique, on n'arrête pas de se plaindre, mais tous ces apports, c'est fantastique. Aujourd'hui, le prix à payer est peut-être un peu cher, effectivement, parce que le Covid, pour certains le disent, c'est du fait de toute cette évolution un peu débridée que l'on n'a pas maîtrisée. Mais on va s'adapter au réchauffement climatique, on va trouver des solutions. On parlait de l'hydrogène tout à l'heure. L'hydrogène, elle est à 95% aujourd'hui issue du fossile, donc c'est pour l'instant pas du tout la bonne solution et elle est excessivement chère à produire, mais il y aura des solutions. Les voitures électriques, demain, on aura des batteries propres, oui, tout ça va nous permettre d'avancer, mais encore faut-il être extrêmement, et j'en viens à un point qui est très important pour moi, c'est l'éducation de nos enfants. En priorité, il faut faire évaluer l'éducation nationale et la façon dont on apprend aux enfants. Parce que demain, ce n'est pas ce qu'on leur apprend aujourd'hui qui va leur servir demain. Et ça me paraît un enjeu majeur de société. Voilà. Merci et bravo pour cette conclusion. Le fondamental et ce qui est le plus important, et là je pense que nous serons tous d'accord, c'est l'éducation de nos enfants pour ce monde de demain qui sera avant tout le leur. Merci à tous d'être venus. Merci Madame la Alice. À très bientôt. Et n'hésitez pas à revenir nous voir si vous avez des choses à nous dire ou des scoops à nous annoncer ou des nouvelles lois intéressantes pour tous. Merci beaucoup. C'est maintenant au tour de Gilles Dian d'Opéra Galerie qui lui aussi nous a écouté bien sagement et qui va maintenant nous parler d'art. Gilles, vous êtes avec nous, il faut déverrouiller votre micro.
Gilles, il faut déverrouiller votre micro. Votre micro. Voilà, c'est bon. Voilà, Vous m'entendez? Super, super. On vous entend. Donc, bonsoir Gilles, nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes notre premier intervenant dans l'art. L'art, c'est beaucoup de choses. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Mais c'est indéniablement aussi du patrimoine. C'est autant du patrimoine collectif, si ce n'est universel, que du patrimoine privé. Il nous a donc semblé important, dans cette émission consacrée au patrimoine, de lui donner une place, toute sa place. Avant de vous donner la parole, je vais vous présenter. Gilles Dian, vous êtes un marchand d'art, président fondateur d'Opéra Galerie, un important réseau de galeries d'art qui compte 13 succursales dans le monde. Vous avez ouvert votre première galerie à Singapour en 1994. Je vous laisse nous présenter votre groupe en quelques mots. Nous vous écoutons, Gilles. Bernard? Oui, on vous écoute. Excusez-moi. Présentez-nous votre groupe. D'accord. Alors, bon, merci de m'avoir invité sur votre forum. Donc, Opéra Galerie, nous avons démarré notre activité il y a 26 ans à Singapour. Il y a 26 ans, on proposait à nos clients, essentiellement donc asiatiques, uniquement des jeunes artistes contemporains français et un petit panel d'artistes 19e siècle, essentiellement l'école Pompier et l'école un petit peu réaliste, si vous voulez, donc du 19e siècle. Nous avons là maintenant, actuellement, à travers le monde, 13 galeries, 13 opéra-galeries. On est installé dans les principales capitales financières et artistiques du monde. Donc nous sommes installés en Europe, on est à Paris bien sûr, Faubourg Saint-Honoré, on est à Genève, on est à Londres, à Monaco. On a 4 galeries aux États-Unis, où je me trouve en ce moment dans une de nos galeries, donc à Miami, Aspen, New York. On a une deuxième galerie également ici en Floride. On est assez important et assez implanté en Asie, avec une très grosse galerie à Singapour, qui est la galerie historique, qui est la première du groupe qu'on a créé il y a 26 ans. Un grand espace également à Hong Kong et à Séoul, et 2 galeries dans le Middle East, avec Dubaï et Beyrouth. Donc le concept du groupe Opéra Galerie, c'est un concept qui est un petit peu différent des galeries classiques traditionnelles. La plupart de nos emplacements, ce sont des emplacements un petit peu privilégiés, donc des emplacements AAA ou AA. On est situé par exemple sur Londres, on est sur New Bond Street, à New York sur Madison Avenue, à Paris, Faubourg Saint-Honoré, dans nos endroits également, donc en Asie et ailleurs, c'est des emplacements où on est à proximité de marques de luxe essentiellement. Et ce qu'on offre à nos clients à travers le monde, c'est vraiment une offre assez large avec des artistes contemporains du monde entier, des artistes upcoming, beaucoup d'artistes confirmés. Et ces artistes sont exposés dans nos espaces à côté de toiles de maître qui couvrent tout le XXe siècle. Donc on a un inventaire assez important en art moderne, quelques impressionnistes, beaucoup d'artistes post-war, français, anglais, américains, jusqu'aux American Pop Art. Voilà un petit peu le concept d'Opéra Galerie à travers le monde. Bon, c'est très très large. Comment se porte le marché de l'art aujourd'hui? Et comment vous avez été affecté par le Covid? Ça a été une période très difficile pour vous. Vous avez réussi à la traverser sans trop de casse. Comment tout ça s'est passé? Peut-être aussi des différences par rapport au pays d'ailleurs. Alors, le marché de l'art se porte bien. Il se porte vraiment bien. Je pense que les gens maintenant, si vous voulez, considèrent vraiment l'art comme un asset. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a 2 ans, le marché de l'art au niveau mondial, c'était 66 milliards de dollars. Donc entre les auctions et entre les différentes galeries à travers le monde, il y a 25-30 ans, 35 ans, si vous voulez, le marché était essentiellement un marché américain, un petit peu européen et japonais dans la fin des années 80. Maintenant, le marché est vraiment mondial. Donc il y a vraiment, si vous voulez, une demande qui est globale. On a beaucoup de clients en Chine, beaucoup de clients en Inde, beaucoup de clients en Afrique. Et si vous voulez, il y a beaucoup de demandes qui sont faites de manière un petit peu régulière. Alors, comment ça se passe depuis le Covid? Effectivement, donc on a eu un slowdown depuis le mois de mars. On a fermé tous nos espaces pendant quasiment 3 mois.
mais on s'est un petit peu réinventé, on s'est un petit peu orienté, si vous voulez, donc sur les online viewing rooms. On a travaillé aussi avec nos clients existants en envoyant des WhatsApp, en envoyant des vidéos, en envoyant des informations sur les artistes que les gens, si vous voulez, avaient l'habitude d'acheter. Et pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. C'est-à-dire qu'à fin octobre, on a fait une baisse d'environ 17% de chiffre d'affaires par rapport à un chiffre en 2019 qui était un chiffre assez exceptionnel. Donc, écoutez, pour l'instant, franchement, ça va. On a un petit peu renégocié nos loyers à travers le monde, on a un petit peu diminué également les frais de tous les côtés. Donc, on est plutôt optimiste et ça marche bien pour l'instant. Vous nous avez dit que l'art est un asset ou est en train de devenir un asset comme un autre. Et de votre point de vue, l'art s'achète-t-il comme n'importe quelle autre valeur patrimoniale ou pensez-vous que ça reste quand même une démarche spéciale? Alors, écoutez, nous, par rapport à nos galeries, on a beaucoup de clients qui auparavant achetaient uniquement des œuvres, si vous voulez, pour matcher avec un canapé, pour décorer un appartement. Comme on a un petit peu modifié notre concept depuis une vingtaine d'années, où on propose de plus en plus de pièces importantes si vous voulez, au second marché, on a beaucoup de nos clients qui achètent essentiellement pour investir. Alors, si on compare un petit peu les courbes de l'art avec l'or ou bien avec le stock market ou bien avec différents assets, on s'aperçoit que quand on est bien conseillé, l'art, au niveau des courbes, ça n'arrête pas de monter. Si on essaie de voir un peu ce qui s'est passé dans la dernière crise, qui était la crise des subprimes en 2008, il y a eu effectivement un slowdown important, mais pour tous les artistes contemporains, si vous voulez, qui valaient beaucoup d'argent, pour des jeunes artistes parfois, mais toutes les valeurs un petit peu blue chip, si vous voulez, les prix se sont maintenus et il y a toujours eu une demande, il y a eu un petit slowdown de 10-15% à cette époque sur cet artiste-là, et ensuite c'est remonté de manière assez importante et parfois même de manière un peu vertigineuse pour certains artistes. Merci. Acheter une œuvre, c'est souvent se faire plaisir, mais c'est aussi un petit pari sur l'avenir. Nous avons tous rêvé d'avoir la main heureuse. Auriez-vous un artiste ou deux encore méconnu à ce jour et donc abordable à nous recommander? Alors, à travers notre groupe, si vous voulez, donc on travaille avec beaucoup d'artistes. Moi, il y a un artiste qui est mon artiste un petit peu, si vous voulez, fétiche, avec qui on travaille depuis 5 ans. D'ailleurs, on a une grande exposition là actuellement à Paris, avenue Georges V, qui est sur les Champs-Élysées, avec 10 sculptures monumentales. Cet artiste s'appelle Manolo Valdés. C'est un artiste qui a 78 ans, qui est espagnol, qui vit à New York depuis 26 ans et qui est vraiment l'artiste contemporain espagnol le plus connu et le plus reconnu au monde. Il a des œuvres dans plus de 350 musées. On a fait beaucoup d'expositions de sculptures monumentales dans des villes importantes, comme on a fait sur Orchard Road à Singapour il y a 3-4 ans. Donc là, on a cette exposition qui est somptueuse à Paris. Malheureusement, donc on a un lockdown à Paris, mais l'exposition va être prolongée jusqu'à la fin du mois de mars. C'est un artiste qui est pluridisciplinaire, qui est à la fois peintre et à la fois sculpteur, qui est, selon moi, très undervalued, si vous voulez, par rapport à son background et par rapport aux musées qui ont des œuvres de lui. Il y a lui, on a d'autres artistes également qu'on aime beaucoup. On a signé un artiste anglais qui s'appelle Anthony James, qui fait des sculptures qui sont assez originales. On a beaucoup de jeunes artistes aussi qui font des prix entre 30 et 50 000 $. Un artiste s'appelle David Kim Whittaker, qui est un artiste anglais, qui fait des choses assez extraordinaires, où les prix sont très très abordables, qu'on a vendu déjà à différents collectionneurs importants. Voilà, on a environ une quarantaine d'artistes, si vous voulez, contemporains, sous contrat, qu'on suit au niveau mondial à travers le groupe. On a beaucoup d'artistes coréens également, qu'on vend bien, où il y a une forte demande, pas seulement en Asie, mais aussi aux États-Unis et en Europe. Okay. Et j'ai une autre question. Souvent, nos invités me disent après l'émission, c'est dommage que vous ne m'ayez pas posé cette question.
Y a-t-il une question que vous souhaiteriez que je vous pose? Allez-y, buvez tranquillement. Une question que vous... Allez, Non. ou un truc, quelque chose dont vous avez vraiment envie de parler, quelque chose qui, dans votre métier, dans vos galeries, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous trouvez dommage. On se dit toujours pourquoi les clients ne pensent pas ça, pourquoi. Alors, moi, ce que je peux vous dire, si vous voulez, c'est de vous parler de mon métier. C'est un métier que j'adore. C'est vraiment une passion. C'est un métier qui est unique au monde, de s'occuper d'artistes vivants, d'acheter et de vendre des toiles de maître, de monter, si vous voulez, un groupe au niveau mondial avec un concept, avec une entité, avec une marque. C'est quelque chose vraiment qui m'anime depuis maintenant 26 ans. Tous les jours, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il n'y a pas un seul jour qui se ressemble. On a beaucoup de projets. Également, on est en train d'ouvrir un fonds d'art là, en ce moment donc au Luxembourg. On avait déjà un fonds il y a quelques années et là on est en train de remonter donc un fonds assez important avec différents investisseurs. On a beaucoup de projets également pour des expositions de sculptures monumentales à travers le monde, comme on est en train de faire en ce moment à Paris. Tous ces projets, si vous voulez, toutes ces choses, c'est un rêve, c'est vraiment un rêve. Il y a 26 ans, si vous voulez, je vendais des artistes. Moi, j'ai commencé en vendant des lithographies en porte-à-porte dans la banlieue parisienne. J'ai eu des petits soucis, si vous voulez, donc avec une banqueroute en 94, même des gros soucis. Heureusement que j'ai continué ce métier. J'avais des propositions dans différents secteurs et Dieu merci, j'ai continué ce métier, j'ai persisté et j'en suis ravi. C'est une bonne nouvelle, ça, puis c'est une belle histoire. Vous n'avez pas de galerie à Lisbonne et nous le regrettons. Peut-on espérer vous voir venir rapidement ou un jour? Ben oui, pourquoi pas. On a beaucoup de très gros clients portugais et des clients français aussi qui vivent au Portugal, Cascais, Lisbonne, Porto et autres. Et dans un plan de développement, c'est envisageable. D'ailleurs, on a été approché juste avant le Covid, il y a environ un an, par des entrepreneurs portugais qui voulaient faire un joint venture avec nous. Bon, on a mis les choses de côté pour l'instant pour les raisons qu'on connaît tous, mais ça peut se faire absolument. Bon, c'est une bonne nouvelle. C'est maintenant l'heure de terminer notre émission. On est un tout petit peu en retard. Une dernière chose à nous faire partager, un dernier artiste, une dernière émotion, un dernier profit. Alors, il y a un artiste aussi, un tout jeune artiste anglais que nous venons de signer, qui s'appelle George Morton Clark. C'est un artiste qui a un peu moins de 35 ans, qui fait des choses extraordinaires. Je vais même vous montrer une petite pièce qu'on a à la galerie de Miami, parce que là on est en direct avec un zoom. C'est un artiste, je vous montre en gros ce que c'est. Donc c'est un côté, si vous voulez, un petit peu abstrait, un petit peu figuratif. C'est des cartoons sur des fonds travaillés essentiellement en noir et blanc. C'est un jeune artiste qui vaut entre 15 000 et 25 000 euros. On y croit beaucoup. On l'expose dans toutes nos galeries à travers le monde. Et on va essayer de faire un travail, si vous voulez, un travail de fond pour lui, avec des publications de livres, et puis des publications de livres, des ventes à des musées, à des fondations, enfin, de faire le travail classique d'un marchand de tableaux. Ok. Eh bien, écoutez, très bien. Merci beaucoup, Gilles, de votre visite. À très bientôt. Si un projet se profile à l'horizon à Lisbonne ou au Portugal, n'hésitez pas une seule seconde à nous en faire part. Vous serez le bienvenu et on vous soutiendra dans ce projet. Merci. Bonne soirée. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Il est temps de terminer cette émission. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. Merci à mes mousquetaires, Maël et David. Merci à tous nos invités. Merci à tous nos auditeurs. On vous aime. À très bientôt et faites attention à vous. Au revoir. La French Radio, Portugal.